Alors, on va avoir deux petits préambules à ce Mona Learning, ce quatrième épisode, préparatoire à la journée 15 du titre de chargé de projet e-tourisme, où on va vraiment parler du son. Ce sera le 16 novembre. Le 16 novembre, tout à fait, on a un Ouais. petit peu de temps devant nous, donc vous aurez le temps en fait de réécouter, revisionner ce quatrième épisode, pour pouvoir en fait, à l'issue de cette 15e journée à la mi-novembre, aller un peu plus loin avec Alain sur le matériel et la captation sonore. Alors justement, vous avez du temps devant vous et ça va vous laisser aussi la possibilité de voir avec vos structures pour faire quelques achats. Alors je sais que le 16 novembre, c'est un tout petit peu avant Noël, mais pourtant, ça serait bien que vous puissiez envisager avec vos structures un petit budget pour pouvoir acheter alors un micro ou un enregistreur. On verra dans l'épisode 5 ce qu'il en est de nos recommandations d'achat en matière d'enregistrement sonore. Mais d'ores et déjà, il faudrait prévoir un petit billet de 300. Hein, à peu près. Tu vis 300 Un petit billet de 300. euros. Alors, on attaque tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de prendre votre appareil photo à côté de vous pour suivre un petit peu cet épisode, parce que il se trouve que les appareils photo ne sont pas très doués pour faire du son. Alors tout de suite, ce que vous allez faire, c'est essayer de rechercher où est la prise micro. Donc cette prise, elle est toute petite. Elle est au diamètre 3,5 mm. Voilà, le jack 3,5, c'est ça. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est un format, on va dire, amateur. C'est pas du matériel professionnel, c'est plutôt amateur. Mais certains appareils photo disposent d'une prise comme celle-ci qui va permettre de brancher quelque chose dans l'appareil photo. Alors celui-là, pas de chance, il a une petite prise qui ressemble, mais qui n'est pas. C'est la prise de la télécommande. Voilà. Et moi, je vous invite à prendre votre appareil photo et à faire le tour un peu pour voir où serait située la prise micro. Il peut aussi, il est possible que vous ayez une prise casque. Alors sur les Nikon, parce que je sais que vous avez beaucoup des Nikon, sur les Nikon, il est probable que vous avez une prise micro et on va pouvoir s'en servir. Ça commence bien si les appareils n'ont pas de prise micro. Oui. Comment on fait? Eh bien, on va trouver des ruses. D'accord, Et en fait, on va s'inspirer de la technique utilisée au cinéma. d'accord. Parce qu'au cinéma, lorsqu'on tourne au cinéma, les caméras n'ont pas de prise micro. Il y a un ingénieur du son, un preneur de son, qui prend du son à part sur un magnétophone. Alors, tiens, on a un magnétophone là, un magnétophone qui peut servir pour le cinéma. Donc voilà, c'est une grosse boîte comme ça avec des entrées ici sur lesquelles on va pouvoir brancher des vrais micros qu'on va mettre au bout d'une perche, qu'on va accrocher, on va voir ça tout à l'heure. Et l'ingénieur du son, ben, il a ça accroché et puis pendant ce temps-là, le cadreur avec sa caméra fait son tournage. Et c'est un élément séparé de la caméra. Donc à un moment donné, pour pouvoir monter, il va falloir rapprocher les deux morceaux, la partie image et la partie son. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'une référence temporelle commune aux deux appareils. Une référence sur le magnétophone ou l'enregistreur et une référence sur ce qui est la caméra. Et cette référence temporelle, vous la connaissez, c'est le fameux clap. Voilà. Alors on peut avoir la petite machine comme ça, là, la plaque en bois, mais on peut le faire avec les mains. Voilà. Le principe, c'est qu'au montage, on va pouvoir aligner image par image précisément le moment où mes deux mains se touchent, avec, en affichage sur l'écran, la partie son avec le bruit caractéristique des deux mains qui s'entrechoquent et qui fait une espèce de pointe comme ça. Je vous montrerai ça. Donc on va pouvoir aligner les deux éléments, les images et le son, de telle sorte qu'on va retrouver l'exacte synchronisation entre le mouvement des lèvres, par exemple, et ce qu'on entend. Les images que vous voyez ont été resynchronisées, puisque le son est pris par le magnétophone qui est ici, et la caméra est 3,50 m plus loin. Voilà. Voilà un peu le principe. Lorsqu'on n'a pas de prise micro sur l'appareil photo, on va utiliser cette méthode visuelle. Bon. Par bonheur, les appareils photo ont quand même une capacité à enregistrer du son. Ils ont des petits micros qui sont dissimulés. Alors, si, ça y est, je l'ai trouvé, Là, oui, il est ça, là. il me semblait. Sur les OS, il est là, c'est un tout petit trou. Et puis là, on a le haut-parleur aussi. C'est 4 petits trous, c'est vraiment tout à fait petit.
C'est vraiment pas fait pour. C'est pas fait pour, on sent bien, hein. C'est vrai vraiment, que c'est vraiment le truc. c'est ridicule. Alors, ça permet quand même de prendre un son de référence. Oui. Hein. Et ce son de référence, on va pouvoir assez facilement l'aligner avec le son de bonne qualité qu'on va enregistrer avec un magnétophone ou un enregistreur. Et il y a même sur certains logiciels, je pense à Final Cut par exemple, et à toi Gauthier en particulier, la possibilité de confier ce travail un petit peu délicat au logiciel. On lui dit, tu prends ce fichier vidéo, tu prends ce fichier son, et tu te débrouilles pour me les aligner. L'ordinateur, il dit, oh, pas de problème, je vais regarder, j'écoute, j'écoute. Ah ouais, ça correspond. Pof, il les met ensemble. L'affaire est faite, en général, en moins de 5 secondes. Deuxième cas, on a la possibilité de brancher quelque chose, un micro, par exemple, sur l'appareil photo. Et c'est quoi un micro? Et c'est quoi le micro pour le reporter de territoire? Ça dépend des usages. D'accord. Alors, on a quelques micros là. Tu me les passes au hasard et puis je vais te dire. Alors, voilà. Par exemple. Ça, typiquement, c'est un micro. Alors, il y a sa petite bonnette, hein, toujours une petite bonnette. Vous verrez, ça fait partie des conseils. Il faut toujours sortir couvert quand on s'appelle un micro parce que ça empêche le son du vent de passer dans le micro et le son du vent, c'est très disgracieux. Donc ça, c'est un micro que j'utilise en reportage qui a la caractéristique principale d'être stéréo et que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un micro qu'on va tenir à la main et que je vais pouvoir tendre comme ça à la personne. Alors je mets toujours la petite bonnette pour pas qu'il prenne froid l'hiver, voilà. Et je fais mes reportages professionnels avec ce micro-là. On le tient à la main comme ça. Il faut être à quelle distance, par exemple, pour ce micro-là? Là, la distance, ça va être de l'ordre de 20 cm, 20-25 cm, pas plus. Si on est beaucoup plus près, on risque d'accrocher un petit peu. Et quand on est assez loin, comme ça, l'air fait un petit peu amortisseur. Et on n'a pas trop de défauts. Voilà. Donc ça, c'est un micro plutôt de reportage qu'on va tenir à la main et donc qu'on va voir sur les images. Hein. Là, vous le voyez, parce qu'on a besoin d'être assez près pour pouvoir poser les questions. Donc, il se voit. Voilà. Alors, autre micro. C'est le micro que l'on rencontre le plus souvent dans les studios d'enregistrement, sur les plateaux de télé. C'est un Shure, c'est un micro américain, SM58, il s'appelle. Tout terrain, il sait tout faire. Mais c'est un micro, comme vous pouvez le constater, à main. Avec ça, on peut travailler, on peut faire du reportage dans la rue, on peut aller enregistrer une machine à bois d'un tourneur sur bois, on peut aller faire de la prise de son avec ça, ça marche tout seul. Donc ça pourrait presque être le micro... Ça pourrait être le micro, dès lors qu'on accepte qu'il se voit. Oui. Il doit être placé assez près de la source. Oui. Dans certains cas, on trouve ça pas très joli. Ou alors, vous n'avez pas envie, vous, ça peut être des partis pris de vous mettre en scène. Ça peut être un parti pris. Vous pouvez ne pas avoir envie d'être à l'image, d'avoir simplement votre invité ou votre prestataire ou l'artiste ou l'artisan. Voilà. Donc, on voit lui, mais on voit pas le micro. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser le très fameux micro-cravate, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne se met pas sur la cravate, mais s'accroche en général au revers de la veste. Et en général, on essaie d'en mettre 2. Parce que quand on tourne la tête, comme ça, et ça arrive très souvent, quand on tourne la tête, eh bien, le micro n'est plus en face de la source. La source, c'est la bouche. Et si on tourne la tête, le micro, lui, est là, et la bouche, elle est par là. Et on va avoir une espèce de baisse de niveau qui est assez pas très jolie. Donc, on en met 2, comme ceci, 1, 2. Et quelle que soit l'orientation de la tête, on a toujours le son de la personne. L'avantage, c'est que c'est tout petit, c'est à peine plus petit que mon petit doigt. Voilà. Et c'est très facile à caler dans le sac du reporter de territoire. Voilà, ça ne prend pas de place. Ça, c'est une possibilité aussi pour le reporter de territoire. Ensuite. Et on a le dernier genre de micro. Alors là, je lui enlève sa petite bonnette, qu'on appelle un micro canon. Alors, ça ne tire pas des coups de fusil. C'est un micro qui a la particularité d'être hyper directionnel. C'est-à-dire qu'il a une aptitude à prendre le son pile en face de lui. Donc, on s'en sert assez souvent, associé à l'appareil photo. D'ailleurs, on peut l'accrocher sur l'appareil. Dans la griffe flash de l'appareil, on a des systèmes qui permettent d'accrocher. Et on a cette possibilité d'avoir dans le même axe l'axe optique et l'axe du micro pour prendre le son de ce qui est 2, 3, 4 mètres plus loin. On le voit beaucoup, ça, sur les appareils photo désormais. Voilà. Donc ça peut être aussi, le micro canon, le micro du reporter de territoire, et c'est surtout le micro discret. Parce que lui, on ne va pas le voir. Dans la mesure où il est accroché sur l'appareil photo, évidemment, on ne va pas le voir. Et dans la mesure où on peut s'en servir à une certaine distance de la source, voilà, on pourrait le mettre juste devant nous comme ça, pour enregistrer, vous ne le verrez pas, et on aura un son de bonne qualité. Alors,
Il ne faut pas rêver non plus. Hein. Oui. C'est un micro-canon, c'est pas quelque chose qui va aller prendre du son à 10 mètres. Oui. On est sur 2 mètres, 3 mètres. Ouais. Au-delà, ça commence à être un petit peu difficile à discerner le son principal du son d'ambiance. Hein, parce que c'est un micro. Donc tout ce qui passe, il ramasse. Hein. Et une des difficultés aussi, il faut que l'interlocuteur qui émet le son soit toujours dans l'axe. Oui. Donc c'est aussi compliqué pour des scènes où on doit vraiment bouger. C'est ça. Donc voilà, les différentes possibilités. Micro-canon, micro-cravate, micro à main, micro de reportage vont dépendre, le choix que vous aurez à faire va dépendre de l'usage de vos missions, de ce que vous avez l'intention de faire. Si vous vous spécialisez, entre guillemets, dans des présentations où il y a beaucoup de paysages, où il y a beaucoup de mise en avant du territoire, peut-être qu'un micro de reportage comme ça, pour prendre des petits bruits, un petit peu de la rivière, un petit peu d'oiseaux, enfin voilà, vous pouvez prendre un micro comme ça. Ouais. Si vous avez plus envie de recueillir le témoignage de prestataires, de touristes, etc., il va falloir peut-être penser soit au micro-cravate, soit au micro-canon, soit au micro à main. Si vous acceptez, si vous avez envie de vous mettre en scène vous-même, d'apparaître à l'écran, etc., vous pouvez vous satisfaire d'un simple micro comme ça et de faire vos questions-réponses comme ça, face caméra, comme nous le faisons aujourd'hui. Tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Et peut-être que vous allez devoir avoir à la fois un micro canon et un petit enregistreur qui va aussi être utilisé comme un micro à main. Sur le terrain, on ne sait pas forcément ce qu'on va rencontrer. Ce que je peux vous dire, c'est que le micro-cravate est vraiment hyper spécialisé. On arrive à enregistrer que des conversations avec un micro-cravate. Enregistrer la rivière avec un micro-cravate, c'est moyen. C'est vraiment spécialisé pour la voix et pour être accroché. Faire attention avec les manipulations aussi. En plus, oui. Alors, si on a des bijoux, là, inutile de vous dire que ça fait un bruit tout de suite. Le micro-canon, on peut l'utiliser à la main, on peut l'utiliser comme ça, un petit peu comme un micro de reportage. Mais c'est quand même un micro très particulier, très spécifique, qui a un son aussi un peu particulier du fait de sa directivité. Ma préférence, moi, irait plutôt sur un micro un petit peu tout-terrain, en sachant qu'il va falloir le brancher. Voilà. Le brancher sur votre appareil photo, donc il va falloir choisir le micro à main avec la bonne prise, hein, voilà. Ou alors le brancher sur les prises d'un magnétophone ou d'un enregistreur. Voilà. Et les prises dites professionnelles, ce sont des prises XLR. Voilà. Alors que la petite prise qu'il y a sur votre appareil photo, c'est une prise jack, même mini jack. Le XLR, c'est les pros. En studio, on utilise des XLR. Le mini jack, c'est plutôt amateur. Ouais. Les XLR, par exemple, ils sont sécurisés. On ne peut pas les arracher. Ça, si on se prend les pieds dedans, plop, ça se débranche, et puis terminé. Fin de l'émission. Voilà. Bon. On va avoir besoin aussi de petits accessoires, comme par exemple un pied de micro. Un pied de micro, c'est tout couillon, mais ça va permettre de vous libérer la main. Le pied de micro, c'est pas un accessoire qui coûte très cher. Il faut compter une 50aine d'euros grand maximum pour avoir un pied de micro sur lequel on va pouvoir compter en toutes circonstances. Le plus important, et c'est la première des règles de base pour réussir une prise de son, attention au vent. Le vent est le pire ennemi du preneur de son. Le vent est le pire ennemi du reporter de territoire quand il est sur le territoire. Parce que ça fait des bruits épouvantables, qui ne sont absolument pas enlevables en post-production. Ça vous pourrit votre prise, et c'est à refaire. Ah ben si vous voulez. Ça vous a plu? C'est joli, hein? Et pourtant, j'ai pas soufflé fort. Non. Voilà. Donc, pour éviter le vent, eh bien, on utilise les bonnettes anti-vent. Voilà. Ce sont des petites capuches en mousse, généralement adaptées à différents types de micros. Alors celui-ci, il est adapté à lui, par exemple. Hein. Celui-ci, il est adapté précisément à lui. Hein, très bien, voilà. Celui-ci, il est adapté à lui. Voilà.
Et même lui, il y en a un, je crois. Et même, exactement. Et même lui, Voilà. voilà. Il est tout à fait modeste, tout petit. Voilà. Il est difficile à remettre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la bonnette anti-vent. Il y a un autre accessoire que vous êtes susceptible d'acheter ou de croiser, le dead cat. Dead cat. Oh là là. C'est terrible, le dead Chat cat, crevé. le chat crevé. Alors c'est effectivement une sorte de truc, une sorte de peluche avec plein de poils que l'on met par-dessus le micro et qui a cette capacité assez extraordinaire d'absorber l'énergie du vent et de faire en sorte que le vent n'ait aucun impact sur le micro. C'est tout à fait complémentaire de la bonnette. La bonnette, elle va s'intéresser à des vents faibles. Ouais. Hein. Le dead cat, il est capable de vous permettre de tourner quand il y a tempête. Donc, première règle de base, attention au vent, ne sortez pas sans la bonnette de votre micro ou de votre enregistreur. Les enregistreurs sont livrés aujourd'hui avec soit un dead cat, soit une bonnette, et il faut la mettre. Voilà, c'est comme ça. Deuxième règle. Pour prendre du son, il faut être proche de la source. Donc il faut réfléchir d'où vient le son. Alors quand c'est une conversation, le son sort de la bouche, figurez-vous. Voilà, ça tout le monde le sait. Donc il faut être assez proche de la bouche pour pouvoir prendre correctement le son. Si on est trop loin, on risque de prendre bien sûr le son de la source, de la bouche de la personne, mais aussi Le son ambiant. tout ce qu'il y a autour. Et rendre l'intelligibilité de la parole un peu plus compliquée. En étant prêt, on laisse peu de place au son ambiant. En étant un peu plus loin, le son ambiant va participer davantage à la captation sonore. Donc il faut se mettre le plus près possible, mais pas trop près quand même. Ah ben non. Eh ben non, parce que si on est trop près comme ça, c'est pas bien du tout. Parce qu'on sature le micro. Le micro est pas capable de Donc d'absorber. pour résumer, là, il faut connaître sa zone optimale de prise de captation sonore. Voilà, il y a une petite notice qui va vous dire si votre micro est cardioïde, par exemple. Cardioïde, ça veut dire que sa directivité, donc la direction dans laquelle il entend le mieux, est en forme de cœur. Je vous montrerai sur un petit diagramme. Il y a une chose importante aussi à savoir, c'est comment est construit le micro. Alors, ceux-là, enfin tous les micros à main, ils sont construits de telle sorte qu'ils sont en capacité d'enregistrer ce qui est devant eux. Donc, quand je parle dans ce micro comme ça, comme le font comme certains orateurs qui ne savent pas trop comment ça marche dans la vie, eh bien ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Même remarque pour le micro canon, dans l'axe. Et ça, c'est Encore plus celui-ci, d'ailleurs. encore plus important d'être vraiment dans l'axe. Et là, on peut s'éloigner un petit peu plus. On peut s'éloigner d'1 mètre, 2 mètres. Voilà. Pas beaucoup plus. Ou alors, il faut des micro-canons top pro qui ne sont pas dans le budget dans le petit billet que je vous ai suggéré tout à l'heure. 300 €. Un micro-canon qui va chercher très loin, ça coûte plutôt 3000 que 300. Vous voyez. Et je ne suis pas sûr que le chef soit d'accord. Troisième règle. Troisième règle, attention au bruit de manipulation. Voilà, ça a l'air de rien, mais lorsqu'on tient un micro, il y a une partie du micro qui va être sensible à la main. D'où l'intérêt des pieds tout à l'heure aussi. Voilà. qu'on a vu. Ça libère la main, mais ça libère également tous les frottements exactement. potentiels. Et alors, par exemple, le magnéto, là, il est particulièrement sensible au bruit de manipulation. Écoutez comme c'est désagréable. Voilà. Et pourtant, tu fais quasiment rien. Là. Je ne fais que laisser ma main toucher le magnéto et le son remonte. Le magnéto, même pas le micro. Voilà. Le son remonte dans l'appareil et ça s'entend. Et c'est assez disgracieux. Règle de base suivante, on fera les numéros. Conservez toujours la même distance pendant une captation. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Je vous demande d'être assez attentif. Alors là, on est assis tranquillement, on ne bouge pas, il n'y a pas d'interaction avec pas de bruit à côté. Des gens qui passeraient autour, etc. Donc on est à une distance qui est fixe et qui ne bouge pas. En revanche, lorsqu'on est en extérieur, dans un décor, etc., on a cette possibilité de bouger. Et du coup, les distances de prise de son risquent de bouger. On peut soit utiliser le micro très près de sa bouche, et à l'inverse, pour la personne, pour ne pas trop rentrer dans ma zone de confort, dans sa zone d'intimité, on va conserver une distance plus respectueuse, on va dire. Voilà. Près
un peu plus loin. Lorsqu'on va écouter ça, on va avoir votre voix à vous qui va être super forte et la voix de votre interlocuteur qui va être un peu plus faible. Ouais. Donc là, déjà, il faut équilibrer les choses. Mm. Il faut s'appliquer à soi la distance de prise de son que l'on applique à son interlocuteur. Ça, c'est vachement difficile à le faire parce qu'on a 25 autres choses à penser pendant qu'on fait ça, notamment aux questions que l'on pose, aux réponses qu'il nous donne, etc., à la caméra. Parce que sinon, au montage, après, vous allez galérer, vous allez avoir votre son qui va baisser, il va falloir le rattraper. Du coup, en rattrapant, vous allez faire remonter le bruit de fond ou le bruit environnant, ça va être tout vilain. En fait, l'intérêt de toutes ces règles de base, c'est surtout d'éviter d'avoir se poser des problèmes après au montage. Ah oui. Plus ces règles sont respectées, plus ça facilite le travail en post-production. Ce sera beaucoup plus facile après de faire du montage, de couper, d'assembler des éléments qui auront été faits dans des conditions différentes, ou à des moments de la journée différentes, mais qui, puisque vous les avez fait avec la même exigence technique, vont se coller les unes les autres sans problème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre règle ? Alors, les micros, ils sont très sensibles. Et ils sont sensibles à tout ce qui peut passer autour. Donc moi, je vous conseille de vous trouver des endroits pour faire vos captations sonores, des endroits qui soient calmes, qui soient d'une acoustique assez neutre. Des lieux tranquilles, des lieux où il n'y a pas de passage, des lieux où vous ne serez pas distrait. Voilà, donc il faut essayer de trouver un endroit un petit peu à l'écart pour pouvoir faire votre prise de son tranquillement. Les grandes pièces vides, les halls d'hôtel, etc., et où il y a peu d'éléments à l'intérieur, peu de mobilier, peu de tenture, voilà, sont des éléments qui réverbent, qui font de la réverbe, qui réverbèrent le son. C'est-à-dire que le son se propage, tape contre les murs, revient, etc. Et ça dure des secondes et des secondes. Alors, ça peut faire un genre. Si vous faites une interview qui concerne des vitraux dans une église, ça peut être bien d'avoir du son avec de la réverbe, parce que c'est raccord. Ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance. Sauf qu'au montage, il va falloir attendre que la réverbe se soit éteinte pour pouvoir couper. Je vous le refais. Il va falloir attendre que la réverbe se soit éteinte pour pouvoir couper. Si je coupe trop tôt, ça s'entend. Ça s'entend. Bon, là, j'ai rajouté de la réverbe artificiellement pour l'exercice. Mais vous voyez que c'est très vilain. Voilà. Donc, il vaut mieux un lieu avec une réverbe très courte ou pas de réverbe du tout, comme la pièce ici où on est, où il n'y a vraiment pas de réverbe. C'est beaucoup plus facile après pour aller taillader dans le son. C'est plus facile. On peut enregistrer le son de l'intérieur d'une église alors qu'il ne se passe strictement rien. On va avoir un bruit de porte de quelqu'un qui rentre. On va avoir des gens qui marchent. Voilà, c'est le son de cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Eh bien, on va pouvoir s'en servir pour le mettre en dessous de notre interview qu'on aura fait ailleurs, dans la sacristie, avec monsieur le curé, si vous voulez, dans un endroit avec peu de réverb, et on va rajouter derrière le son de l'église. Et là, vous allez avoir de la cohérence entre le propos et l'ambiance sonore que vous avez derrière, parce que vous avez pris soin de prendre ce son-là. Plutôt que de tout faire sur une seule prise sonore, on peut essayer d'avoir deux captations différentes pour pouvoir les monter. Et on va les mixer ensuite. Même chose à la campagne. Vous faites une interview au bord d'une rivière. C'est le lieu que vous avez choisi. On a mis en scène les choses. Sauf que la personne, vous avez pris soin de vous mettre sous un arbre tranquillement pour pouvoir faire l'interview. Eh bien, vous allez prendre à part un petit peu du bruit de cette rivière, avec le chien qui court et qui va gambader dans l'eau, avec les enfants qui jouent au ballon, etc. Ça, vous allez pouvoir le gérer tranquillement. Même vous servir de ces petits moments sonores pour meubler des silences aussi. Ben voilà. Ça donne un peu de dynamique. Ça donne de la dynamique, ça illustre avec des éléments sonores le propos de votre interlocuteur ou votre propos à vous. Donc ces captations sonores, on va dire en aparté, sont hyper importantes au final pour la crédibilité de la vidéo et de la teneur ça donne de la véracité qu'on veut donner à Ça donne de la véracité, de la crédibilité, ça donne du goût. C'est un petit peu comme des épices qu'on va ajouter dans un plat. C'est presque comme le sel et le poivre, je dirais. Voilà. Donc c'est des moments à ne pas négliger dans n'importe quel exercice de captation vidéo. Prendre un peu plus de temps que le temps qu'on avait prévu pour juste l'interview ou la... Prendre 2 minutes, 3 minutes pour prendre le bruit des vagues. Et c'est important de l'avoir, j'allais dire, pur. D'avoir le bruit des vagues pour le bruit des vagues. Et puis si vous avez un magnéto avec vous, vous pouvez documenter des tas de moments comme ça.
je sais pas, les cloches de votre village qui ont une sonorité particulière à midi, ben, allez faire les cloches du village, ça vous servira un jour. Allez faire des marchés. Allez, surtout des marchés où il y a des animaux, c'est plutôt des foires maintenant, pour enregistrer les poules, pour enregistrer les vaches, pour enregistrer des choses comme ça, qui vont donner un caractère authentique à au moindre petit reportage sur un marché. Si vous avez des petits bruits de poulet, lorsqu'on est en train de montrer ces choses-là, bien pris, c'est tout facile, c'est tout beau. Voilà. Donc ça, c'est prenez du son d'ambiance. Et puis un autre conseil, nommez vos prises, parce que vous allez peut-être faire plusieurs essais. Si vous ne dites pas que c'est les C2, les C3, les C4, il va falloir que vous vous astreigniez à tout réécouter pour dire « Ah non, ça j'ai loupé, donc je ne l'ai pas gardé, donc finalement c'est les C3, mais les C3 en fait il est numéroté 2, ça ne va jamais. » Donc, quand vous faites votre prise, nommez-la. Est-ce que tu peux désormais nous parler un peu plus du magnéto, Serge? Oui, moi je suis assez partisan d'utiliser ce que j'appelle des enregistreurs, enfin ce qui s'appelle des enregistreurs, qui sont des appareils où on a à la fois un magnétophone, donc un appareil capable d'enregistrer du son, et des micros qui sont à demeure. Je vous montre sur les images. On a par exemple ce modèle Zoom H1 qui est à la fois un petit magnétophone et qui a tout au bout de sa tête 2 micros. On a le H4n qui est utilisé ici, que j'utilise quotidiennement, qui est un petit peu le grand frère du H1, qui a donc ces 2 micros au bout, voilà, mais sur lequel on peut aussi brancher d'autres micros sur les prises qui sont derrière. Je vous montrerai ça sur les images. Alors, il y a plusieurs marques. Moi, j'ai une tendance à conseiller ceux-là parce que je sais qu'ils fonctionnent bien. L'avantage de ces enregistreurs, c'est qu'on peut s'en servir comme d'un micro. C'est-à-dire qu'on peut le prendre dans sa main et puis l'avoir dans la voiture en permanence. C'est vraiment quelque chose qui est très facilement utilisable, on peut le mettre en œuvre très facilement. Dans les magnétophones, il y a un système qui surveille le niveau du signal, qui le fait pour vous. Ce qui est super pratique, parce que du coup, on n'a pas trop à se préoccuper du niveau sonore. On le règle globalement. Et puis, si c'est un petit peu trop fort, ce système de vigilance dit hop, 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 hop. Et le niveau, il le baisse un peu. Ce qu'on appelle un limiteur. Voilà. Et ça, c'est assez pratique. Ça évite de saturer l'enregistreur, que le son soit saturé. Donc, on préfère que ce soit le magnétophone qui soit là en vigilance, qui surveille en permanence le signal. Quand c'est un peu fort, il baisse un peu pour éviter de saturer. Donc ça, c'est très pratique. Alors qu'avec un micro, on peut le faire, mais on le fait. Et d'ailleurs, les chanteurs et les chanteuses le font manuellement. Hein, quand Céline Dion pousse la note, eh ben, elle pousse aussi son micro pour éviter de saturer son micro. Voilà. Donc c'est ça, ce système de vigilance. On a aussi la possibilité d'appliquer des courbes d'égalisation du signal pour faire en sorte, par exemple, que les fréquences les plus basses ne viennent pas perturber l'enregistrement. On a la possibilité d'avoir une prise casque. C'est-à-dire qu'on peut écouter en permanence ce qu'on est en train d'enregistrer. Tous ces appareils-là ont ces dispositifs, à la fois de vigilance. Dès qu'il s'agit d'un enregistreur magnétophone, c'est les fonctions, j'allais dire, de base. On a une sortie casque, on a la possibilité d'avoir un limitateur, et on a des possibilités, enfin, en tout cas des branchements supplémentaires. Sur le H4n, on va pouvoir brancher un comme ça, plus un comme ça, en plus des 2 micros qui sont déjà présents. Ça veut dire qu'on a 3 sources à gérer. Alors, on peut imaginer qu'on va utiliser 2 micros sur 2 pieds de micro pour nos invités et nous poser les questions dans l'enregistreur. Voilà. Donc, avec le H4n, c'est tout à fait possible. On va poser les questions dans les micros de l'enregistreur lui-même et les 2 micros seront branchés en plus. Et du coup, le H4n permet d'avoir ces 2 mondes. Un petit peu le monde amateur avec les petites prises en jack 6, 3,5 et le standard professionnel. Voilà. Ce qui permet aussi, du coup, d'envisager de pouvoir se faire prêter, de pouvoir emprunter, voire louer du matériel professionnel
Pour des occasions particulières. Pour une occasion particulière, parce que vous allez faire une petite série de reportages ici Ça peut ou être là. aussi une idée. Hein, tout à fait. Vous allez voir le prestataire de sonorisation locale, et puis vous lui dites, voilà, j'ai besoin d'un micro comme ça et comme ça. Il va vous le louer pas cher du tout, parce que ça ne coûte pas cher en location. Et vous allez pouvoir travailler avec des vrais outils pendant quelques jours, quelques heures. Et c'est toujours mieux que bidouiller un truc avec le micro d'un smartphone. Ces enregistreurs, ils ont aussi une prise USB sur le côté. Ouais. Ce qui permet de brancher, bien entendu, l'enregistreur sur votre ordinateur et de pouvoir vider les fichiers qui sont sur la carte, puisque la carte mémoire contenue dans l'enregistreur va monter, puisque c'est le terme qu'on utilise habituellement, sur votre bureau, et vous allez pouvoir récupérer vos fichiers. Ça, c'est une fonction. La deuxième fonction que je trouve super intéressante, que j'ai utilisée encore avant-hier, et qui est facile à mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que votre enregistreur devienne la carte son et le micro de votre ordinateur. Sur votre ordinateur portable, en général, il y a un micro. Il est pourri. Vous avez des enceintes. Elles sont pas terribles. Pas terribles non plus. L'enregistreur, lui, va mettre à la disposition de votre ordinateur ces micros, en temps réel, simplement en le branchant en USB. D'accord. On renseigne cette information en disant la carte son, c'est plus la carte son habituelle, mais c'est l'enregistreur qui devient votre micro d'ordinateur. Et vous allez pouvoir enregistrer vos chroniques sonores, vos podcasts, directement avec les micros de l'enregistreur, et ça va être enregistré directement par l'ordinateur, sans passer par la carte mémoire, etc. Là, on gagne un temps fou. Ah oui, c'est pas bête. Voilà. Donc ça, c'est un aspect encore assez intéressant d'utilisation de ces enregistreurs portables, compacts, très, très pratiques. Alain donne pas mal de règles, de recommandations sur tout ce qui est son. Et ensuite, vous aurez une journée de pratique qui sera vraiment consacrée à la manipulation de tout ça. Et donc, vous verrez comment faire un reportage avec celui-ci, comment utiliser ça, et comment, en fait, après, derrière, traiter toutes ces captations dans une vidéo. Et alors, une fois qu'on a fait la captation, on a fait le plus facile. Eh oui. Parce qu'après tout ça, on a vu, il faut le resynchroniser. Bon, c'est pas forcément très compliqué, on va régler ce problème très rapidement. Mais il faut surtout monter. C'est-à-dire qu'on va couper les éléments qui ne nous intéressent pas pour ne garder que la partie la plus intéressante ou la plus, qui correspond à ce que vous attendiez. Mais avant le montage, il y a une phase qui, pour la vidéo, est absolument indispensable. C'est le traitement de la dynamique du son. Alors pourquoi le traitement de la dynamique ? Kesako. Kesako, le traitement de la dynamique. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'on entende toujours bien. Ouais. On va traiter les fichiers. Et on va les traiter de telle sorte qu'ils soient le plus fort possible, parce que lorsqu'on enregistre du son, c'est notre obsession d'ingénieur du son, c'est de faire le plus fort possible, mais juste en dessous du trop fort. Parce que trop fort, ça sature, et saturer, c'est pas beau. Lorsqu'on enregistre, on est en général un petit peu en dessous. On se conserve une marge de manœuvre pour justement ne prendre aucun risque. Mais une fois qu'on est en phase de traitement du signal, là, on va pouvoir ajuster précisément, pousser un petit peu, faire en sorte que le son soit vraiment optimisé pour la vidéo. Alors pourquoi optimiser le son ? Tout simplement parce que c'est destiné à passer sur des appareils qui ne sont pas eux-mêmes très doués pour le son. Je pense à vos smartphones. Tu parles de ça, là ? Oui, voilà. Un smartphone, c'est pas très doué pour le son. Donc il va falloir optimiser le son pour ce support-là. Parce que c'est l'essentiel de la destination de nos productions. Ça va être lu, ça va être vu, ça va être écouté sur des smartphones. De plus en plus. Dans le meilleur des cas, sur des ordinateurs. Mais qui n'ont pas un son extraordinaire. Mais qui n'ont de toute façon pas un son extraordinaire. Donc la plupart des cas, ça va être effectivement un smartphone. Donc on va optimiser le son pour smartphone, avec la dynamique et avec un traitement de la bande passante, donc de la partie des médiums, des aigus ou des graves, adapté au smartphone. C'est-à-dire qu'on va surtout s'intéresser à la partie médium et aigu. Les basses, on va les oublier parce qu'elles ne passeront jamais. Donc c'est pas la peine de s'agacer. Elles ne passeront pas.
Je vous indiquerai dans le prochain épisode quel petit logiciel de traitement de son je vous suggère d'utiliser pour faire du montage et pour faire du traitement de signal. Je vous présenterai aussi le petit logiciel spécifique au traitement qui fonctionne avec juste 2 boutons. C'est ça qui est super bien. C'est là. Ouais, pour faire monter le son. C'est tout facile à faire. Une fois qu'on a compris comment ça marche, pof, on tourne un bouton, on tourne l'autre, c'est magique. Donc on fera une petite initiation au mois de novembre au traitement du signal. Vous allez voir, c'est tout à fait simple à comprendre et à mettre en œuvre. On peut le faire avant, on peut le faire aussi pendant le montage. Ça dépend un petit peu des logiciels que vous utilisez. Aujourd'hui, on accroche sur une vidéo par le son. Autant que par l'image, mais j'ai presque envie de dire davantage par le son. Oui. Oui. C'est le son qui va attirer l'attention et qui va maintenir l'attention. Alors le son, c'est aussi pas que de la conversation, c'est pas que de la voix. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Ça peut être des bruitages. Hein. Ça peut être des bruitages que vous prenez sur place. Par exemple, vous visitez un vieux château. Bon. Il se trouve que la porte d'entrée dans le donjon, elle fait un petit bruit. Bon. Eh bien, ce petit bruit qui va durer 4 secondes, il faut prendre le temps de l'enregistrer, parce qu'on va pouvoir s'en servir à un moment donné pour illustrer quelque chose, pour donner à entendre. Parce que c'est en donnant à entendre qu'on commence à faire rêver les gens, qu'on les aide à se projeter sur la destination, sur la visite, sur le lieu dans lequel on les invite. Voilà, c'est en partie avec le son. Et ces éléments-là sont souvent, enfin ça peut être des éléments d'ambiance, mais ça peut être aussi des petits éléments, ce que j'appelle les éléments de bruitage. Et puis le son, c'est aussi la musique et les génériques. La musique, elle a un caractère important, c'est qu'elle donne du rythme. Et que ce rythme-là, ce tempo, va vous permettre de rythmer vos montages images. Et c'est en ça que la musique est importante. C'est d'arriver à faire des enchaînements, des coupes, des mouvements de caméra, etc., en synchro avec la musique. Si c'est lent, c'est lent. Si c'est rapide, c'est rapide. C'est le choix de la musique qui va déterminer tout ça. Mais la musique, elle est importante de ce point de vue-là, parce qu'on est habitué à voir des reportages sur nos chaînes de télévision préférées, où on a aussi ces méthodes-là. Ils utilisent la musique pour faire des transitions, passer d'un sujet à l'autre, pour donner du rythme à ce qui se passe. Voilà. Oui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment le son qui fait tout ça, en fait. Oui. Vraiment... Vous faites un montage cut, ça veut dire je coupe, je rapproche. D'accord ? Ça, c'est cut, c'est le b.a.-ba du montage. Sans des flous artistiques entre. Ah, les flous, les machins qui tournent dans tous les sens, ça c'est moche, bon, c'est pas beau. Vous faites du cut pile sur le temps. Ça marche à tous les coups, c'est beau, et les gens le reconnaissent tout de suite comme quelque chose qui est du travail de bon. C'est du bon boulot, quoi. On est habitué désormais à voir ça aussi. On a eu pas mal de choses quand même aujourd'hui sur le son. On a vu pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Non, mais n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des mails, Bien sûr, un petit souci, si vous avez une question sur de l'équipement, pas forcément sur le son, sur les autres épisodes, vous pouvez nous appeler l'un ou l'autre. Et puis Fabien aussi à la Mona. Fabien, oui. Eh bien, écoutez, on vous dit à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera donc les recommandations. C'est donc la liste au Père Noël, grosso modo. De tout ce qu'on a vu dans les précédents épisodes, sur la vidéo, le son, le matériel, captation sonore, les logiciels de montage. On fera un petit peu le tour d'horizon de tout ça. On vous présentera les avantages et inconvénients, quelques gammes de prix. Quelques gammes de prix, oui. Quelques sites internet où on peut commander des choses. Exactement aussi. On va essayer de vous donner tous ces éléments-là. Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir.